J'ai invité Gabor à enseigner avec moi dans mon programme Au-delà de la dépendance. Nous avons commencé à enseigner ensemble en 2012. En l'observant, en voyant comment il travaillait avec les gens individuellement, tout en enseignant également son matériel didactique sur la dépendance, j'ai vu ce qu'il faisait avec les gens individuellement et j'ai été fascinée. Je lui ai donc demandé s'il accepterait de l'enseigner. Sa première réponse a été « Je ne sais pas ce que je fais. Je ne peux pas l'enseigner, je n'ai rien à enseigner. » Et je lui ai dit, moi je sais ce que tu fais. Contente-toi d'enseigner et je me charge du reste. Et ensuite, nous avons organisé de nombreuses autres formations de 2 jours sur l'introspection compatissante qui ont toutes été enregistrées. Et à partir de tout cela, j'ai structuré son approche de manière à ce que les gens puissent l'apprendre. Nous avons maintenant formé environ 4000 personnes. Bonjour tout le monde, je suis ici avec une invitée tout à fait unique. Nous sommes à Oxford pour enregistrer quelques interviews. Alors vous connaissez les chroniques et il s'agira ici d'une nouvelle série. Je ne sais pas exactement où cela va nous mener, c'est le premier entretien et je suis très heureuse d'accueillir Sat Dharam Kaur qui travaille depuis de nombreuses années déjà dans le domaine du trauma et des dépendances. Elle connaît très bien le sujet. Elle a notamment contribué à la création du processus introspection compatissante et a collaboré avec Gabor Maté. Alors, Sat Dharam, soyez la bienvenue. Merci. Je suis ravie de faire votre connaissance. C'est la première fois que nous nous rencontrons et je suis vraiment curieuse de connaître votre parcours autour du travail que vous faites et votre parcours, pas seulement avec Gabor Maté, mais aussi votre cheminement personnel en lien avec tout le travail que vous faites dans le domaine du trauma et des dépendances. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur qui vous êtes, ce que vous faites et ce qui vous passionne? Ce qui me passionne, c'est d'aider les gens. J'ai grandi avec une mère qui avait une dépendance à l'alcool et comme le savent de nombreuses personnes dont les parents ont des addictions, cela représente un véritable défi émotionnel et tout un combat. J'avais le désir d'aider ma mère, n'est-ce pas? Mais je n'ai jamais pu le faire. Elle est morte de sa dépendance à l'alcool. Mais des années plus tard, j'ai été invitée à... Je pratique aussi le yoga Kundalini depuis de très nombreuses années et je suis également naturopathe. Depuis 1989, je suis naturopathe et depuis 1976, je pratique le yoga Kundalini. Et j'ai rencontré Gabor Maté en 2012, lorsque nous avons commencé à enseigner ensemble. Voilà, en gros, pour mon parcours. Mais ma passion, c'est vraiment d'aider les gens, les aider à guérir les traumatismes, les aider à retrouver la complétude, les aider à intégrer corps, âme et esprit, qui ne sont pas séparés. Et j'aime beaucoup créer des programmes de formation et aussi travailler avec des groupes. J'aime bien voir les gens se mettre en lien et se rétablir ensemble dans des groupes au fil du temps. Je pense qu'il est important de créer des communautés de personnes qui font quelque chose en commun en rapport avec la guérison de la dépendance et ces communautés peuvent, pour ainsi dire, remplacer la dynamique familiale qui n'a pas très bien fonctionné et tout le monde en profite. Donc voilà ce que je pourrais dire si je résume. Je travaille avec des individus et des groupes, mais un de mes talents est de créer une situation ou un cadre de groupe où les gens peuvent être vulnérables, se sentir en sécurité, partager leurs émotions, se mettre en lien avec leur spiritualité,
leur réalité émotionnelle, se mettre en lien avec la douleur, la joie, avec l'autre et avec leur énergie fondamentale, puis développer ces connexions au fil du temps. Dans le programme Introspection compatissante, même si la formation dure 1 an pour les professionnels, de très nombreuses personnes restent en contact avec leur groupe pendant bien plus longtemps que ça. Et je pense que c'est ça qui est vraiment important, que nous créions presque une nouvelle société, constituée de personnes qui se soutiennent mutuellement de manière très profonde et significative. Ça, c'est une chose que Gabor nous a apprise, à savoir que la dépendance est un problème de lien, de connexion. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire à ce sujet aux personnes qui luttent contre la dépendance ou qui ont une personne dans leur famille qui lutte contre la dépendance, ce qui est souvent le cas? C'est vraiment un problème qui concerne toute la famille en réalité, et les gens ont tendance à le juger. Alors, comment est-ce que nous pouvons sortir de ce jugement sur la dépendance, sur l'addiction? Une des premières choses que nous... Bon, tout d'abord, nous pourrions peut-être définir la dépendance, n'est-ce pas? Gabor décrit la dépendance comme ayant 4 composantes. L'une d'entre elles est l'envie, presque un désir insatiable de quelque chose qu'on veut sans cesse. L'autre composante est que la dépendance permet de soulager quelque chose, en général une douleur émotionnelle. Le troisième aspect est que nous ne pouvons pas nous arrêter. Et le quatrième, c'est que cela a des conséquences négatives pour nous, pour notre famille ou pour la société. C'est comme cela que Gabor décrit la dépendance. Et une des choses que nous faisons, j'ai un programme appelé Beyond Addiction, au-delà de la dépendance, qui utilise le travail de Gabor, plus la médecine naturopathique, plus le yoga Kundalini dans un cadre de groupe. Et une des choses que nous faisons, c'est de demander que vous apporte la dépendance. Vous savez, qu'est-ce qu'elle soulage? Quelle est la douleur? Quel est l'inconfort? Quelle est la déconnexion qu'elle soulage? Et la plupart des gens n'ont même pas pris le temps d'y réfléchir de cette façon. Et une fois qu'on y a réfléchi, on peut alors se demander s'il y a peut-être d'autres moyens de satisfaire ce besoin sans que cela ne nous nuise d'une manière ou d'une autre. Non pas que nous poussions la personne à cela, mais c'est simplement une invitation à reconnaître qu'il manque quelque chose à la personne. Et peut-être que nous pouvons trouver un moyen de répondre à ce besoin ou de rechercher ce soulagement différemment. Mais fondamentalement, dans la dépendance, ce dont on se déconnecte, c'est de soi-même, de sa complétude, de son essence, de son corps, de ses émotions. Et c'est à tout cela qu'il nous faut accéder en réalité. Donc, nous accédons au corps par les pratiques de yoga, du programme Au-delà de la dépendance. Nous accédons à l'essence par la méditation. Et nous accédons aux émotions et nous aidons la personne à faire table rase du passé en utilisant l'introspection compatissante dans ce programme-là. Vous mentionnez l'introspection compatissante. Alors à ce sujet, vous avez collaboré avec Gabor pour mettre au point cette approche et pour l'aider à l'enseigner, à la transmettre à tout le monde. Alors comment est-ce que vous vous y êtes pris pour cela? Et qu'est-ce que l'introspection compatissante? L'introspection compatissante est une approche psychothérapeutique qui aide à guérir les personnes ayant vécu un traumatisme, qu'elles présentent des symptômes physiques ou des symptômes émotionnels, des dépendances ou un diagnostic psychologique, peu importe, nous avons tous vécu un traumatisme ou un autre, donc c'est une approche qui peut être utilisée par tout le monde. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai invité Gabor à enseigner avec moi dans mon programme Au-delà de la dépendance. Nous avons commencé à enseigner ensemble en 2012 et comme vous le faites ici, nous avons enregistré les cours que donnait Gabor quand il était présent. Cela s'est fait sur 4 week-ends et il était présent tous les samedis matins de ces 4 week-ends. J'ai ensuite recommencé en 2015 et en 2016, toujours avec Gabor. Et en l'observant, en voyant
voyant comment il travaillait avec les gens individuellement, tout en enseignant également son matériel didactique sur la dépendance, j'ai vu ce qu'il faisait avec les gens individuellement et j'ai été fascinée. J'ai été comme hypnotisée par cette méthode. J'ai donc voulu apprendre à le faire moi-même et je savais que je voulais que mes formateurs aussi soient capables de faire ce que lui faisait. Je lui ai donc demandé s'il accepterait de l'enseigner. Sa première réponse a été « Je ne sais pas ce que je fais. » Je ne peux pas l'enseigner, je n'ai rien à enseigner. Incroyable. Oui. Et je lui ai dit, moi je sais ce que tu fais. Contente-toi d'enseigner et je me charge du reste. Nous avons commencé par un atelier de 2 jours à Toronto, avec environ 400 personnes, alors qu'il pensait que personne ne viendrait. Ça s'est très bien passé. Et ensuite, nous avons organisé de nombreuses autres formations de 2 jours sur l'introspection compatissante, qui ont toutes été enregistrées. Et à partir de tout cela, j'ai structuré son approche de manière à ce que les gens puissent l'apprendre. Et combien de personnes sont maintenant formées à l'introspection compatissante? Alors, j'ai commencé à former les facilitateurs en 2018, puis nous avons commencé à former les professionnels en janvier 2019. Nous avons maintenant formé environ 4000 personnes. C'est une formation d'1 an qui nécessite qu'on s'y consacre environ 10 heures par semaine pour vraiment aller jusqu'au bout. Donc oui, 4000 personnes dans environ 85 pays depuis 2019. Je ne savais pas que... Je pensais que ça s'était passé il y a peut-être 20 ans, n'est-ce pas? Alors que ce que vous nous dites là, c'est que c'est très récent. Bon, Gabor a travaillé toute sa vie dans le domaine du traitement des dépendances, mais je ne savais pas que cette introspection compatissante avait été, on pourrait dire, formalisée aussi récemment. Waouh, c'est merveilleux. Félicitations pour le travail accompli. Oui, ça a été une telle bénédiction, un véritable honneur. Ouais. Et nous sommes très complémentaires. Il n'est pas quelqu'un de très structuré, et moi je peux l'être. Les groupes ne sont pas forcément sa spécialité, alors que je suis très à l'aise dans le travail de groupe, donc c'est une belle combinaison. D'accord. Et est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre programme au-delà de la dépendance? Parce que je suis vraiment curieuse de savoir comment vous le structurez et ce qu'il comprend, en fait. Eh bien, vous savez, cette définition de la dépendance peut vraiment s'appliquer à tout le monde, n'est-ce pas? Nous avons tous un fort désir de quelque chose, qu'il s'agisse d'utiliser son téléphone portable, ou de manger, ou d'acheter des choses, etc., même du point de vue de la culture. Dans la culture occidentale, nous sommes accros au consumérisme, n'est-ce pas? Il y a tellement de choses que nous utilisons pour remplir ces trous en nous, ce trou de la déconnexion. Nous pensons que nous avons besoin de quelque chose d'extérieur pour le combler. Donc, le programme au-delà de la dépendance comporte 16 modules. Souvent, nous l'enseignons soit pendant une immersion de 9 jours, suivie de 4 mois de suivi, au cours duquel nous répétons les modules pour les intégrer. Soit j'enseigne une première session de 5 jours, puis peut-être 2 mois plus tard, une session de 4 jours. Nous passons donc en revue les 16 modules. Le premier module a pour thème « Je suis un être spirituel qui vit une vie humaine ». Vous voyez? Et ça, c'est probablement l'élément le plus important, la question « Qui êtes-vous? Qui suis-je » Et ce qui est vraiment précieux, et c'est semblable à ce qui est fait avec les psychédéliques, c'est de faire vivre aux gens une expérience qui va au-delà du mental, au-delà du corps, au-delà de leur douleur, au-delà de ce qu'ils pensent être, qui leur donne un aperçu de quelque chose de plus grand, de plus entier. C'est par là que nous commençons dans ce programme, et nous le faisons à travers le yoga Kundalini, des pratiques de méditation, de respiration, des exercices physiques et du mouvement. Alors, je sais que la théorie polyvagale vous est familière. Voici comment elle s'inscrit dans le cadre de ce programme. Nous devons trouver la sécurité dans le corps. Or, nous savons que le système vagal ventral doit être activé pour que nous puissions nous sentir en sécurité et connectés à nous-mêmes et aux autres. Mais 90% de ce processus va du corps au cerveau. Seuls 10 à 20% vont du cerveau au corps. Donc la façon la plus utile, la plus puissante d'activer
le système nerveux vagal ventral et cette réponse parasympathique, c'est de faire des pratiques corporelles ou des pratiques de respiration ou de chant ou de chanting. Et avec le programme Au-delà de la dépendance, nous emmenons les gens à travers leur douleur, à travers leur traumatisme d'enfance. Nous leur demandons de revisiter leurs blessures, leurs douleurs. Bon, nous le faisons en douceur, mais c'est seulement après les avoir d'abord ouverts à la question « Qui êtes-vous ?» que nous créons cette expérience. Ainsi, quand ils visitent la douleur, ils ne se retrouvent pas sans repère. Vous voyez, ils ont déjà un autre rapport à eux-mêmes qui n'est pas défini par leur douleur. Et ensuite, après avoir traversé certains de ces éléments émotionnels et les avoir libérés, nous pouvons faire du yoga pour rééquilibrer les choses, ou alors un exercice de respiration ou une méditation. Donc, c'est très bien fait. Chacun de ces modules comporte un exercice de respiration, une séance de yoga, une méditation, ainsi que des facteurs ou éléments psychologiques. Et il y a beaucoup de discussions individuelles et en groupe. Et le groupe, avec beaucoup d'engagement social, devient véritablement le contenant de la guérison sur une période d'environ 4 mois. Après ces 4 mois, de nombreux participants veulent continuer parce qu'ils sont devenus si proches, si connectés. Et ils ont pris l'habitude de partager leur authenticité, leurs émotions, leurs douleurs, leurs malaises. Ils ont commencé à exprimer ce qui est vrai pour eux. Et souvent, ils n'ont nulle part ailleurs la possibilité de le faire dans leur vie, vous savez. Donc, souvent, ils restent en contact même après la fin des 4 mois et ils continuent à se rencontrer et à créer de belles relations. Ce que vous nous dites là, c'est à quel point le pouvoir du groupe, la force du groupe sont importants. À votre avis, est-ce qu'il est possible de guérir de la dépendance individuellement ou est-ce que c'est le groupe qui nous permet vraiment d'aller plus loin? Parce que dans les programmes de traitement des dépendances, c'est vraiment une question de groupe, de connexion et de sentiment de sécurité au sein d'un groupe. Quand on se sent en sécurité dans un groupe, on peut éventuellement apporter cette sécurité à l'extérieur, dans le monde, car parfois les personnes qui viennent à vos formations n'ont nulle part où aller, c'est ce que vous disiez, pour se sentir en sécurité. Donc, quel est dans ce sens le pouvoir du groupe? Eh bien, vous savez, nos blessures se sont produites dans nos familles. Et souvent, c'est quand le traumatisme s'est produit dans notre toute petite enfance qu'il est le plus dévastateur. Donc, nos besoins d'attachement, ce que nous avons appris, ce qui a été configuré en nous à ce moment-là, doit être modifié. Et cela, nous ne pouvons pas le faire seuls, car nous sommes des créatures relationnelles. Donc, nous avons besoin, à mon avis, de passer suffisamment de temps avec un thérapeute, par exemple, ou un bon ami, un professeur ou autre, quelqu'un qui peut nous accepter, quelqu'un qui ne nous juge pas, quelqu'un de compatissant, quelqu'un qui nous voit, ça fait partie de l'introspection compatissante, qui voit ce qui est possible en nous, quelqu'un qui ne nous étiquette pas, quelqu'un qui ne veut pas que nous soyons autre chose que ce que nous sommes, qui n'a pas d'attente à notre égard. Et cela peut se faire avec une seule autre personne, mais il est beaucoup plus facile, je pense, de le faire en groupe. Le groupe devient alors un substitut de famille, et l'individu peut explorer une nouvelle façon d'être, en réalité, au sein d'un groupe, tant que ce groupe est bien tenu et qu'il crée la sécurité. Explorer une nouvelle façon d'être, d'exprimer ce qui est vrai pour lui, parce que nous avons tous ces stratégies d'adaptation, comme être gentil, ou faire le bien, ou être un je-sais-tout, ou être un perfectionniste. N'est-ce pas? Nous avons ces stratégies d'adaptation dont nous sommes pratiquement dépendants. Elles nous permettent de rester en sécurité d'une certaine manière, et lâcher ces stratégies de survie crée de l'anxiété chez les gens. Ils ont peur de les lâcher car elles les ont protégés toute leur vie. Donc, les gens ne vont pas le faire dans le monde normal, à moins qu'ils ne s'y soient exercés d'abord dans un groupe où ils peuvent réaliser que « j'ai dit quelque chose de vrai, d'authentique pour moi, et les autres m'acceptent toujours. Ils m'acceptent quand même. » Donc, le groupe peut servir de
contenant pour que cette transformation se produise. Et ensuite, ces personnes peuvent aller dans le monde et être cette personne-là pour quelqu'un d'autre. Voilà comment ça fonctionne à mes yeux. Cette question, cherchant à savoir qui suis-je vraiment dans mon essence, elle peut être tellement perturbante, surtout parce que nous sommes perçus comme celui ou celle ou la personne qui est accro à ceci ou à cela, ou qui est un casse-pied, ou quelqu'un qui veut toujours faire plaisir à tout le monde, ou autre. Donc, il est difficile vous savez, de se défaire de ces étiquettes que nous nous imposons, mais aussi que la société et la famille nous imposent. Alors, quel est l'aspect le plus difficile de la question « Qui suis-je » ? Car je pense que c'est un défi pour les gens de répondre à cette question. Eh bien, la question « Qui suis-je » présuppose que nous sommes un nom. Mais nous ne sommes pas des noms. Nous sommes des verbes, des processus en constante évolution. Donc c'est en partie dû à notre langage, même le mot « je ». Le mot « je » part du principe qu'il y a ici un individu distinct de vous. Alors que je dirais plutôt qu'en réalité, nous sommes tous en relation les uns avec les autres et rien n'existe de manière isolée. Donc nous avons presque besoin d'un nouveau langage pour reconnaître et nommer cela, plutôt que d'utiliser le mot « je ». Donc ça, c'est un aspect important. Oui, en effet. Waouh. Oui. Et je dirais que si vous me demandez à moi qui je suis, je dirais que d'abord et avant tout, ce que nous sommes chacun et chacune, c'est de la conscience qui adopte simplement des formes différentes, des rôles différents, des âges différents, des corps différents. C'est tout. En fait, il est préférable de ne pas fixer d'identité sur qui que ce soit. Si on veut vraiment utiliser une identité unique, ce pourrait être « je suis ». Nous devons trouver une identité qui soit ouverte et qui ne nous fixe pas. Parce que dès que nous avons une identité fixe, je suis mère, je suis formatrice, je suis épouse, je suis tout cela, que se passe-t-il quand cette identité disparaît, quand vos enfants meurent, quand ils quittent la maison? Qui êtes-vous alors, n'est-ce pas? Et c'est pour cela que dans la partie yoga, il est si important de créer une expérience qui permet aux gens de reconnaître « je ne suis rien de tout cela. Je ne suis pas mon rôle. Je suis un être. » Voilà. Waouh. Je pense que c'est un bon endroit pour terminer et conclure cette conversation. L'idée était de se mettre en lien et d'essayer de comprendre votre travail. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez ajouter ou peut-être que voulez-vous dire aux personnes qui nous écoutent et qui luttent peut-être contre la dépendance ou les traumatismes? Quel est le message d'espoir que vous voulez transmettre à tout le monde? Eh bien, si nous revenons à la question « qui suis-je » et que nous y répondons en disant que dans le fond, nous sommes conscience, essence, quel que soit le mot qu'on utilise, alors ce qui est beau là-dedans, c'est que cela ne peut jamais être endommagé. C'est quelque chose de complet. Donc le chemin ou la croissance consiste à enlever, couche par couche, tout ce qui obscurcit cela. Et c'est un processus qui peut être réalisé. Il implique d'aller vers ce qui est présent et de le travailler avec quelqu'un qui peut nous aider à le faire et ensuite libérer cela pour que cette nouvelle identité ou cette nouvelle façon d'être puisse émerger, qui a toujours été là d'ailleurs. Et ne pas rester seul, oui, ne restez pas seul. Non, il y a beaucoup de gens qui peuvent vous aider. Nous avons des praticiens de l'introspection compatissante dans tous les pays. Les gens peuvent y accéder par l'intermédiaire du site internet Compassionate Inquiry. Et il est possible de guérir. Donc, c'est quelque chose qui existe en anglais, en espagnol et en roumain. Et la version française est en cours de traduction.
La version portugaise a été lancée. Oui, donc les versions en anglais, espagnol et roumain sont actives. Les versions en cours de traduction actuellement sont les versions en portugais, français, hongrois et nous venons de commencer la version allemande. Super. Et votre programme Au-delà de la dépendance est aussi traduit? Oui, mon programme Au-delà de la dépendance a été traduit en français et nous avons des enseignants en France et il a été traduit en espagnol, en hongrois, en turc, en islandais et en italien. Ouais. Merci beaucoup, Saddaram, d'avoir partagé ce voyage avec nous et parlé non pas de qui nous sommes, mais de comment nous sommes dans le monde. Merci beaucoup. Ça a été un honneur de vous rencontrer, Florence. Merci.